Bonjour, merci, soyez les bienvenus. Merci d'être venus aujourd'hui pour assister à la conférence du sociologue David Le Breton. Cette conférence fait partie d'une série, d'un cycle de rencontres que nous faisons en collaboration avec la direction de l'environnement du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Nous sommes l'association Opéra Mundi. Opéra Mundi à Marseille et au niveau départemental et métropolitain organise des cycles de conférences. On part souvent des questions contemporaines, des questions qui nous intéressent tous, qui sont les questions de l'écologie, pour revisiter toutes les autres questions qui sont en interdépendance, qui sont les questions de notre contemporanéité, de notre modernité, de notre vie aussi quotidienne. Nous intervenons à Marseille au Fonds régional d'art contemporain et également à la bibliothèque de l'Alcazar, mais aussi dans les musées d'histoire, musée de la Vieille Charité et parfois dans quelques théâtres, et ensuite à Vitrolles, mais également à Pertuis, et dans plein aussi de petites bibliothèques. On peut intervenir dans des grandes salles de 500 places, comme dans des petites salles de 30 places. Ce qui est important pour nous, c'est la relation au monde, la façon dont on pense et on conçoit le monde, et la relation avec le public. Le public est une chose importante. On s'était dit, dans un monde où la vie et la société est en train de changer, on s'est aperçu que beaucoup de gens étaient en recherche de sens, de compréhension de leur positionnement et du rapport qu'ils avaient avec le monde. Et ce qu'on veut leur apporter, c'est des scientifiques qui s'interrogent depuis de nombreuses années sur cela. Et David Le Breton en est un, parce qu'il s'est beaucoup interrogé aux émotions, à la façon dont les êtres humains ressentent le rapport, la perception du monde dans lequel ils vivent. Donc oui, l'anthropologie des émotions, c'est une chose importante pour David Le Breton. Il a publié un livre, c'était sa thèse, et il a publié un livre aux éditions PUF là-dessus, mais aussi sur la relation avec la marche. La marche, c'est aussi un moment de perception, et aux éditions Métellier, David Le Breton a publié un livre, parmi les nombreux livres qu'il a publiés, qui s'intitule « Marcher la vie, un art tranquille du bonheur » en 2020. Il est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Il est membre de l'Institut de France. Et comme je vous le disais, il s'intéresse au corps, à ses représentations et à ses pratiques. Ce que l'on va faire pendant cette 1h30, David Le Breton va intervenir pendant 3 quarts d'heure, plutôt 40 minutes, si c'est possible. Et ensuite, on descendra à côté de vous et on vous donnera, en fait, vous allez recevoir, ou peut-être on l'a déjà fait, voilà, vous avez reçu ce QR code que vous pouvez, si vous avez un smartphone, que vous pouvez photographier. Et vous aurez d'ailleurs dessus la liste des interventions, le programme d'aujourd'hui mardi à vendredi. Vous pourrez écrire une question. Si pendant la conférence il y a une question qui vous vient, essayez de l'écrire d'une manière lisible pour que je puisse après la formuler oralement. Et essayez de faire des questions un peu courtes si c'est possible. Et à ce moment-là, on prendra, une personne de l'organisation de l'UICN viendra me donner ses papiers et je réaliserai la question, et comme ça, David Le Breton pourra vous répondre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un photographe avec lequel il a travaillé, sur lequel il a écrit un livre, qui s'appelle Bernard Plossu, qui est un photographe très connu, qui a un travail très intéressant, et ils pourront dialoguer ensemble ici. Parce que bien sûr que David Le Breton s'est intéressé à la photographie, et entre autres la photographie en lien avec la marche. Donc je pense que je vous ai tout dit. De nouveau, encore merci d'être venu, et je laisse la parole à David en le remerciant de nouveau de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de venir intervenir ici aujourd'hui. Merci. Bien, merci Eric, merci Cécile.
Euh, je suis très heureux que mon ami Bernard Plossu soit présent avec nous. C'est un immense photographe. Nous avons fait ensemble une série de livres. Et j'ai écrit aussi d'ailleurs un livre sur son œuvre qui s'appelle Marcher la photographie. Donc Bernard se joindra à nous tout à l'heure pour le dialogue. Je salue aussi Franck Pourcel, qui est un photographe très renommé également, avec qui j'ai marché d'ailleurs il y a quelques semaines dans la vallée dans les montagnes du Champsaur. Voilà. Et merci à toutes et à tous donc d'être venus dialoguer un petit peu avec moi ce matin. Alors je ne vais pas parler de la marche vraiment en tant que scientifique, entre guillemets. Je parle plutôt, mes petits livres sur la marche sont plutôt des livres de marcheurs, même si bien entendu ils sont nourris de mon regard d'anthropologue. Voilà, mais c'est plus donc, mes livres sont plutôt centrés sur qu'est-ce qu'on ressent quand on marche, pourquoi on aime marcher, pourquoi on y revient sans arrêt. Alors je crois que je vais analyser dans mon exposé la marche comme une forme de résistance. Une résistance à l'encontre des valeurs qui nous oppressent dans le monde d'aujourd'hui, ces valeurs de vitesse, ces valeurs de communication à tout prix, de fonctionnalisme, le fait que rien ne soit gratuit, etc., etc. La marche, c'est, on va voir, une manière de perdre du temps avec élégance, une manière aussi de retrouver le goût de vivre qui nous est très souvent disputé par les rythmes du monde d'aujourd'hui. Donc je vois la marche comme une forme de résistance, comme une manière d'aller à contre-courant, à contre-corps, à contre-pied, une manière de reprendre corps dans son existence. Je suis en train de faire une expérience sociologique, et vous aussi, parce que c'est pas facile de parler dans le bruit. Pour un homme extrêmement attaché au silence comme moi, c'est pas très simple. J'espère que personne n'est incommodé. J'ai un petit peu de mal à me concentrer, mais je vais essayer quand même. Bon, de toute façon, c'est finalement quand on marche, des fois, on n'est pas toujours aussi toujours dans le silence, mais bon. Voilà. Donc, je vais commencer par évoquer justement cette manière de résister que nous avons, nous autres marcheurs, à l'encontre de la sédentarité, à l'encontre de cette humanité assise sur laquelle, en revanche, j'ai beaucoup écrit en tant qu'anthropologue. Nous sommes dans une société où le corps est de moins en moins utilisé. D'innombrables prothèses technologiques viennent le relayer, à commencer par la voiture, par exemple, mais beaucoup d'autres prothèses également. Donc on a l'impression que pour des centaines de millions de nos contemporains à travers le monde, le corps est devenu quelque peu inutile, encombrant. Et je pense d'ailleurs que c'est là-dessus que l'idéologie transhumaniste fleurit, avec ce sentiment donc, que défendent ces hommes. Il n'y a pratiquement pas de femmes dans le transhumanisme, mais ces hommes qui défendent l'idée donc, que le corps est obsolète, dépassé, que le corps nous fait perdre un temps fou, qu'on a autre chose à faire de nos vies, en termes d'efficacité, en termes de productivité, en termes de performance, etc. Donc voilà, ils sont contre le corps, ils veulent le liquider par le biais du téléchargement de l'esprit sur les machines numériques ou bien par la cyborgisation. Eh bien, nous autres marcheurs, nous prenons absolument le contre-pied, nous revenons à l'élémentaire de la condition humaine, nous remontons quelques millions d'années même, puisque nous retrouvons la bipédie, nous retrouvons un usage du corps qu'ont vécu nos premiers ancêtres, il y a des millions d'années, à travers le redressement, à travers la bipédie. Le redressement va d'ailleurs provoquer la libération des mains, la libération du visage. On va passer du museau au visage, et puis les mains vont faire que les premiers humanoïdes, les premiers humains vont commencer à fabriquer des outils, par exemple, et puis c'est l'envol qui nous amène à aujourd'hui. Mais en même temps, nous disposons exactement du même corps que ces hommes et ces femmes de l'âge de pierre. Voilà. Nous sommes donc capables de marcher très longtemps, nous sommes capables de résister au froid, à la chaleur. Nous serions capables de faire énormément de choses que nos sociétés ont un petit peu liquidées du fait de l'accompagnement technologique qui ne cesse d'être à nos côtés. Mais quand on marche, donc, on revient au corps, on revient à cette humanité élémentaire. Une marche, toujours, s'inscrit dans les muscles, la peau, elle est physique, elle ramène à la condition corporelle qui est celle de l'humain. Manière heureuse de retrouver l'enfance,
dans la jubilation de l'effort, de la ténacité, du jeu, et de connaître à nouveau un enracinement dans le monde. Comme un enfant qui joue et disparaît dans son action, le marcheur se dissout dans son avancée et retrouve des sensations, des émotions élémentaires que la sédentarité de nos sociétés a rendues rares. Sentir le travail des muscles, la sueur, c'est aussi se sentir vivant. Et au-delà, de manière plus prosaïque, songer au plaisir du repos bientôt, à l'appétit qui grandit à l'approche de la ferme auberge ou de la halte au bord du chemin. Cette fatigue, bien entendu, n'est pas imposée par les circonstances. Elle fait partie du jeu. Elle est à la mesure des ressources du marcheur, que rien ne presse et qui chemine à son rythme, selon sa condition physique, sa curiosité, loin de tout impératif de rendement ou d'efficacité, dans la seule nécessité du plaisir, de la découverte, de la rencontre. La dépense physique dans la marche est jubilation, car elle n'est pas contrainte, elle est plutôt le signe d'une belle journée de découverte, de souvenirs éblouis. On s'abandonne avec délice à une fatigue qui rend grâce au corps et au paysage. Et la satisfaction est d'autant plus grande de ne devoir qu'à soi. Au terme de l'effort, il y a toujours le repos, la fringale des repas ou la saveur des boissons, le bonheur de la halte du soir, la douche ou le bain qui prépare à la renaissance et une bonne nuit de sommeil quand on s'est bien fatigué. Donc voilà, la marche comme une sorte de retour au corps, de retour à la sensorialité du monde, de retour à l'affectivité qui nous relie au monde et aux autres également. Et puis, encore une fois, avec un rythme qui n'appartient qu'à nous. Si on a envie de marcher à 2 km/h, on n'a personne sur le dos pour nous dire plus vite. Si on marche à 6 ou 7 km/h, on n'a personne sur le dos non plus pour dire ralentissez, ralentissez, etc. Chacun, selon sa condition physique, son âge, marche à sa guise. Donc c'est pour ça que c'est une bonne fatigue, entre guillemets. D'ailleurs, dans nos sociétés, on évoque souvent la mauvaise fatigue, la fatigue nerveuse, entre guillemets, celle qui nous opprime. Mais là, quand on marche, on est dans une bonne fatigue. C'est une fatigue physique, mais qui fait du bien. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se sent à nouveau vivant. On se sent à nouveau dans le grand vent du monde, dans la pulsation du monde, et on reprend notre vie en main. Un autre point, c'est que la marche est aussi, pour moi, un retour à la conversation, contre la communication. Alors je distingue communication et conversation. La communication se fait à distance, avec le numérique. La communication a souvent également une fonctionnalité. Elle est utile, elle sert à quelque chose, elle est productive, entre guillemets. La conversation, vous le savez bien, elle est dans la déambulation. Quand on commence à dialoguer avec quelqu'un, on ne sait pas très bien où on va aller, on ignore les thèmes que nous allons aborder. La conversation, donc on peut dire, c'est la plénitude de la condition humaine. La communication, c'est, à mes yeux, une certaine opposition à la condition humaine. Il n'y a plus de gratuité, et puis il n'y a plus le corps dans la communication. La communication, elle est sans corps, sans visage, sans présence. La conversation est le contraire. C'est l'éminence du visage, l'attention à l'autre, l'écoute, l'importance de la voix également et la présence, la qualité de présence. On savoure la présence de l'autre qui est là. Et dans nos sociétés contemporaines, on le vit au quotidien, surtout ceux qui, comme moi, ne sont pas très friands du numérique ou du téléphone portable. On voit la conversation disparaître sous nos yeux à une vitesse fulgurante. Ça devient très difficile d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui ne regarde pas son portable toutes les 30 secondes, qui ne vous interrompt pas tout d'un coup parce que son téléphone a sonné et il vous laisse en plan alors qu'on était en train de dialoguer dans un café ou ailleurs. Voilà. Même le repas de famille, par exemple, qui était un haut lieu de la transmission, de la conversation entre les différentes générations dans une famille, il est en train de disparaître. Là, il y a beaucoup de travaux de sociologues qui l'ont montré. Le repas de famille cède la place au grignotage, où chacun dans la famille arrive à son heure, va chercher dans le frigidaire de quoi manger, s'installe devant son écran. Et puis, voilà, le repas de famille est devenu un repas de solitaire dans beaucoup d'endroits.
Et puis de toute façon, même dans les restaurants, vous regardez dans n'importe quel restaurant à Marseille ou à Strasbourg, à mon grand étonnement, au vôtre sans doute aussi, on voit que tout le monde est derrière son portable au lieu d'être là en train d'échanger des nouvelles. Et puis de temps en temps, quelqu'un lance une phrase à la cantonade et puis quelqu'un y répond tout en regardant son portable, etc. Voilà, donc je pense que la conversation est en train de disparaître, elle devient anachronique, mais quand on marche, on retrouve la conversation. Heureusement, encore aujourd'hui, dans les forêts, c'est rare que les réseaux fonctionnent. Donc, finalement, on est réduit, on revient en tous les cas à la voix, à la parole, à l'écoute, à l'attention à l'autre. Et je pense que la marche est devenue dans nos sociétés l'un des hauts lieux de la transmission. Une transmission des grands-parents aux petits-enfants, des parents aux enfants, mélange des générations. Là, au moins, pendant des heures, on s'écoute, on se regarde, on est attentif aux uns et aux autres. Voilà, je pense que donc là aussi, la marche est une forme de résistance à l'encontre de la communication et de la dévoration par le numérique qui est propre à nos sociétés contemporaines. Il y a aussi dans la marche une gratuité qui n'est plus de mise dans nos sociétés d'aujourd'hui, où tout doit être utile, servir à quelque chose, remplir une fonction. Eh bien, la marche, c'est vraiment l'éloge de l'inutile. Finalement, à quoi nous sert d'aller marcher pendant 3 ou 4 heures ou une journée ou d'aller marcher à Compostelle? Il n'y a rien de productif, ça ne rapporte rien, entre guillemets. C'est une espèce de parenthèse enchantée dans nos vies, mais qui est dans la gratuité, en tous les cas au regard des valeurs qui sont diffusées par les mondes contemporains. Valeurs donc de générosité, de gratuité. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Même ça se voit dans le choix des sentiers. Par exemple, si vous avez 3 ou 4 heures que vous êtes, je prends les Vosges parce qu'évidemment je connais davantage les Vosges. Vous regardez la liste des marches qui vous sont données, vous vous dites on a 3 heures, ah bah tiens, il y a cette marche-là, oh, peut-être l'autre elle est plus intéressante, voilà. C'est le signe même que finalement ça ne sert à rien. On est là pour marcher. Le but importe peu. Ce qui importe, c'est les moments qu'on va vivre pendant cette déambulation, les rencontres, les animaux qu'on va croiser, les arbres, les fleurs, enfin, tout ce qui va nous étonner, nous surprendre au fil du chemin. Une autre forme de résistance de la marche, à mes yeux, c'est le fait de rejoindre, de restaurer la sensorialité du monde. C'est-à-dire que nous vivons dans nos villes, et même dans le monde rural d'ailleurs, dans un univers assez aseptisé. En ville, à moins d'être un touriste, c'est vrai que quand je me promène dans Marseille, comme je n'ai pas énormément l'occasion d'y venir, j'ai les yeux ouverts, je regarde tout autour de moi. Mais même quand je suis à Strasbourg, qui est une ville magnifique et où il y a toujours un grand bonheur de marcher, je connais la ville tellement évidemment que quand je vais dans un lieu, généralement j'avance sans trop être attentif au monde qui m'entoure. C'est-à-dire que ma vue, elle est fonctionnelle. Je regarde pour ne pas me faire renverser par un vélo, par une trottinette électrique ou par une voiture. Quand on marche, on est dans la contemplation du monde. Ce n'est absolument pas le même régime visuel. Quand on marche, on est dans la beauté du monde, on est dans la contemplation, on est dans l'émerveillement des paysages. On s'arrête aussi, on s'arrêtera moins souvent en ville, peut-être pour regarder un monument ou regarder le vieux port ou je ne sais pas quoi, mais on a moins quand même l'occasion de s'arrêter en ville. Quand on marche, on s'arrête très souvent pour admirer la lumière d'une colline, pour observer des couleurs qui nous étonnent, etc. Vous voyez, c'est une vue beaucoup plus jubilatoire que la vue très fonctionnelle, un peu aseptisée, que nous rencontrons dans la ville. On peut dire la même chose des odeurs. Les odeurs n'existent quasiment pas dans la ville. Ou alors il faut trouver des quartiers vraiment peu fréquentés par les voitures et où il y a des fleurs, des arbres, etc. Par contre, quand on marche, vous le savez, selon les saisons, on est immergé dans d'innombrables nappes d'odeurs qui sont changeantes et c'est aussi un univers complètement inattendu pour nous. Il y a même le goût. On peut dire que le goût n'est pas tellement sollicité par la marche, mais si, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a encore un mois et demi, c'était la saison des myrtilles dans les Vosges, c'était les fraises sauvages, c'était les framboises sauvages. Mais si vous allez dans les Cévennes ou ailleurs, ce sont les prunes sauvages. Enfin, chaque région a
cette espèce de marché, entre guillemets, que les marcheurs vont cueillir en cours de route, vont ramasser pour en faire des confitures ou grignoter au fil du chemin. On entre bientôt dans la saison plutôt des champignons, par exemple. Voilà. Donc, on peut dire que même quand on marche, le goût est aussi sollicité à travers la cueillette, et puis aussi parce que quand on mange ou quand on boit, on mange avec une fringale terrible, avec une soif qui fait que le moindre verre d'eau nous paraît absolument fabuleux, et le moindre sandwich paraît aussi un émerveillement. Alors, Louis aussi, en ville, évidemment, on est plutôt environné par le bruit des voitures, mais quand on marche dans les forêts, sur les sentiers, le chemin des douaniers, etc., en Bretagne, on est plutôt dans le silence, on est plutôt dans les sons. On entend les oiseaux, on entend les animaux, on entend les ruisseaux qui dévalent les pentes, on entend le vent dans les arbres, on entend les vagues si on marche sur le bord de la mer. On est donc dans une sonorité heureuse, qui diffère totalement de la sonorité du bruit, donc plutôt que nous avons davantage dans la vie. Même le toucher est sollicité aussi par la marche. Le toucher dans la ville, on peut dire, il est totalement neutralisé. On a envie de ne toucher à rien. On n'a pas envie de toucher un mur, on ne va pas toucher les voitures qui sont garées, etc. En revanche, quand on marche, vous le savez bien, on a envie de palper une feuille, on a envie de toucher une fleur, on ramasse une pierre pour la mettre sur un cairn, on a envie de plonger sa main dans l'eau froide d'un ruisseau parce qu'on est par exemple trempé de sueur, on trempe sa casquette ou son chapeau dans l'eau froide. On se baigne parfois, moi c'est l'un des grands bonheurs de la marche, c'est de trouver un lac, de trouver une rivière, de trouver un lieu où on peut nager en même temps que marcher. Vous voyez, le toucher est profondément sollicité par le fait de marcher également. C'est pour ça que marcher est donc un retour à la sensorialité du monde, à une certaine forme une concrétude d'essence dans notre environnement, alors que dans la vie quotidienne, nous avons tendance à oublier cette sensorialité, à fonctionner de façon très aseptisée, très puritaine d'une certaine manière, sauf peut-être quand on mange, mais le reste du temps, nos autres sens sont quand même très très peu mobilisés et on les oublie. Quand on marche, eh bien, on les remet dans leur splendeur d'une certaine manière. Alors il y a un autre point qui m'intéresse aussi et que j'aime beaucoup dans la marche, c'est le fait de disparaître de soi. C'est le titre d'ailleurs de l'un de mes livres, mais que j'avais centré plutôt sur les manières douloureuses de disparaître de soi, à travers la dépression, le burn-out, ou quand on n'a plus envie de sortir de chez soi, etc. Mais le privilège de la marche, c'est qu'on disparaît de soi dans le bonheur, dans la jubilation, dans le plaisir. C'est-à-dire que quand on marche, on est détaché de toutes les responsabilités qui sont inhérentes à notre vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle, amicale. On devient à nouveau un anonyme ou une anonyme sur les sentiers. On n'a plus de compte à rendre à personne. On n'échange pas sa carte de visite. En ce sens, d'ailleurs, la marche est profondément démocratique, même si je sais bien qu'il y a moins d'ouvriers ou de chômeurs ou de paysans sur les sentiers, c'est évident. Mais en tous les cas, n'importe qui peut rencontrer n'importe qui d'une certaine manière. Dans une ferme auberge, vous pouvez discuter 2 heures avec votre cinéaste préféré ou votre écrivain préféré, avec un grand entrepreneur. Vous allez totalement ignorer que vous avez parlé avec cet homme ou cette femme. Parce qu'il ne vous aura pas dit « Attention, je suis le grand patron de tel truc » ou « C'est moi l'auteur de tel film ». On va discuter de ce qu'on a vécu sur les sentiers, des émotions qu'on a pu ressentir en cours de marche, etc. etc. Donc, et puis, vous savez bien aussi, dans les fermes auberges, la plupart du temps, on n'a pas des tables séparées. On est tous ensemble sur des grandes tables, donc vous faites connaissance de gens que vous n'auriez jamais imaginé que vous alliez rencontrer un jour. Donc vous voyez, on disparaît de notre état civil et finalement on est ouvert au monde, on est ouvert aux autres. On est libéré donc du poids de toutes ces responsabilités, parfois le fardeau d'être soi, la lassitude, la fatigue d'être soi. On devient des hommes ou des femmes anonymes, bon, je l'ai dit déjà. Voilà. Pendant un moment, donc, on se met en congé de son histoire. Et les gens qui marchent vers Compostelle pendant 2 mois sont complètement ailleurs, dans un autre monde de disponibilité, de paix,
d'apaisement, de rencontres, etc. D'où le fait, mais j'en dirai 2 mots tout à l'heure, que la marche est très souvent aussi guérison, remise au monde, renaissance, etc. Alors, la spiritualité est aussi l'une des dimensions de la marche. Alors, attention, quand je dis spiritualité, je ne veux absolument pas dire religion, bien entendu. Vous savez d'ailleurs que les hommes ou les femmes qui marchent vers Compostelle sont rarement des catholiques fervents, sont plutôt des hommes ou des femmes qui veulent lâcher prise pendant un moment. Mais je pense par ailleurs que quand on marche, même si on fait une marche de quelques heures seulement, je crois qu'on commence une marche en randonneur et très vite, on entre dans des formes de spiritualité, dans des formes de sacré. Alors je vous rappelle, vous n'êtes pas censé évidemment le savoir, mais dans une vieille tradition sociologique française, qui était celle de Roger Caillois, de Michel Léris, de Georges Bataille, de quelques grands noms d'autrefois, mais qui ont malheureusement c'est un peu oublié aujourd'hui, c'était des sociologues qui distinguaient le religieux du sacré. Le religieux, c'est ce qui nous relie, religare, mais ce qui nous relie autour de grands textes reliés comme la Bible, le Coran, etc., la Torah. C'est un clergé la plupart du temps, ce sont des lieux où on va célébrer Dieu, etc. Donc le religieux est très institutionnalisé. Le sacré, c'est ce qui est strictement personnel, intime. C'est la maison de votre enfance, c'est le fait d'aller dans un lieu que vous aimez particulièrement. Pour les autres qui vous entourent, évidemment, la maison de votre enfance, elle paraît bien banale, c'est une maison parmi des milliers d'autres. Pour vous, ce n'est pas du tout le cas. Eh bien, c'est ça le sacré, c'est cette manière qu'on a d'être arraché à nous-mêmes, d'être arraché à l'ordinaire, arraché au profane de la vie quotidienne pour entrer dans un univers où on a l'impression on donne la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, on a l'impression que jamais on est autant soi-même que dans ces moments où l'on marche. Et je pense que la marche donc nous renvoie également au cosmos. On retrouve ces formes anciennes, ce sentiment d'appartenance au monde, ce sentiment d'alliance avec le monde. On sent la pluie sur son corps, on sent le soleil, on sent la sueur. Et puis quand on voit le lever du soleil ou le coucher du soleil, on se sent profondément une créature dans le monde. Et là, même quand on est complètement laïque ou athée, on s'interroge sur l'homme ou la femme qu'on est, d'où l'on vient, où l'on ira après notre mort par exemple. Quel est ce monde immense dans lequel on est jeté avec tellement d'incertitudes, on regarde les étoiles et on pense à 1000 choses. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle la spiritualité, ce sentiment d'appartenance au monde, ce sentiment que nous sommes reliés au monde et non pas séparés, non pas devant le monde, mais nous sommes dans le monde, immergés dans le monde. Je vous lis un petit peu l'un de mes textes. Les retrouvailles avec le cosmos ne sont jamais loin. Les pas mènent infiniment plus loin que le paysage. Une marche au cœur de la nuit, sous la lumière de la lune, dans la forêt ou la campagne, laisse une trace de mémoire qui ne s'oublie pas de sitôt. Sous les étoiles et dans l'obscurité, l'humain retrouve son état de créature, jeté dans un univers infini et frémissant. Il s'interroge sur sa présence au monde et baigne dans une cosmologie, une religiosité personnelle, diffuse, mais puissante. La nuit, par exemple, le confronte aux 2 visages du sacré, l'émerveillement et l'effroi. 2 manières différentes d'être arrachées au monde des perceptions ordinaires. Si la nuit est un univers d'émotions propice pour les uns, elle est pour d'autres un domaine où règnent d'innombrables menaces, une zone sans repère qui suscite l'horreur, née du vacillement progressif de toute familiarité. Je vous cite, pour moi, le plus beau livre de marche, c'est Peter Matthiessen, Le Léopard des Neiges. Immense livre, l'un des plus beaux de l'histoire de la littérature et de la marche, où Peter Matthiessen, qui est l'un des grands écrivains américains, marche dans le Dolpo, au Népal, avec un naturaliste qui s'appelle George Schuller. Ils essaient de voir la panthère des neiges, ils ne la verront jamais, mais ils s'en foutent complètement. Ils vont vivre 3 mois absolument éblouissants, et puis ça donne
un livre magnifique où on a envie de souligner toutes les phrases tellement elles sont belles, tellement elles sont puissantes, tellement elles nous aident à mieux comprendre le monde. Je vous cite une phrase, vous allez voir, très belle mais très très dure en même temps, de Peter Mathiesen, et qui est bien dans ce contexte d'ailleurs de cette rencontre, de cette foire à Marseille aujourd'hui. Voilà. Il est allongé sur le toit d'une maison au Dolpo et il regarde la nuit qui tombe. Je le cite. « Je regarde la nuit s'étendre, une chauve-souris piaille, les étoiles s'allument. Bientôt Mars apparaît au nord dans la brèche sombre de la montagne par laquelle le Tarap descend du Dolpo. Et bien au chaud dans mon sac de couchage, je flotte sous le dôme du ciel. Au-dessus de moi, la galaxie de mon enfance poudroie, cachée maintenant en Occident par la pollution de l'air et les lumières artificielles. La puissance, le calme apaisant de la nuit n'existeront plus pour les enfants de mes enfants. » Une phrase percutante, mais tellement vraie, tellement juste. On voit de moins en moins les étoiles. Il y a des villes d'ailleurs où on ne les voit plus, tellement les nuages de pollution sont présents. Voilà. Mais vous voyez, le vocabulaire de Mathiesen, c'est un vocabulaire qui puise dans la dimension du sacré. Il parle du dôme du ciel. Vous voyez, et c'est tellement vrai, tellement belle en plus comme métaphore. Voilà. Donc la marche comme un retour au sacré, c'est-à-dire une dimension personnelle, de s'arracher au monde et d'être dans le frémissement d'être pendant quelques heures. Et puis il y a évidemment la résistance à la vitesse. On peut dire que la marche, c'est l'éloge de la lenteur. On marche à 3, 4, 5 km/h alors qu'on traverse l'Atlantique en 10 heures d'avion. Une demi-heure de voiture, ça fait que vous allez marcher une journée entière. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal finalement dans cet amour de la lenteur qui nous caractérise, nous autres marcheurs, dans un monde qui cherche à gagner en permanence, à gagner quelques secondes en permanence. Regardez la 5G qui va être une catastrophe écologique, qui fait que beaucoup de gens vont devoir changer de portable. Tout ça pourquoi ? Pour gagner quelques secondes dans nos manières de se connecter sur Internet. Bon. Et voilà. Et nous autres, nous allons marcher pendant 3 heures pour faire 10-15 km. Ça paraît totalement anachronique. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est aussi la beauté du monde d'aujourd'hui. C'est que tous les extrêmes se côtoient. L'essentiel, c'est qu'on puisse encore évidemment marcher, même si je pense aussi que les espaces de marche sont en train de se restreindre. Dans un endroit, par exemple, ma compagne et moi, nous marchons énormément dans les Vosges, on a vu une dizaine de chalets se construire, avec interdiction de passer. Le sentier carrément a été interrompu, il a été détourné. Et une fois, avec ma compagne, on voulait passer par là, on a été rappelé à l'ordre que c'était privé, etc. C'est-à-dire les voitures pénètrent maintenant dans une partie de la forêt qui était complètement vierge. Ça veut dire aussi que les animaux qui venaient se balader par là ont été encore écartés. La restriction du domaine animal est aussi absolument terrible. Voilà. Mais ça, c'est partout. Les espaces aventures qui s'ouvrent aussi, on en a eu dans les Vosges, là où il n'y avait absolument rien, mais maintenant, il y a d'innombrables voitures qui viennent. Et ça veut dire aussi les bouteilles en plastique, les bouteilles de bière, etc. etc. Bon, mais bon, c'est un vieux combat, de toute façon, de l'écologie, de faire en sorte que tous les endroits ne soient pas accessibles en voiture, mais qu'on les gagne à pied, justement, qu'on les mérite d'une certaine manière, même si c'est un vocabulaire un peu puritain que j'emploie là. Mais le fait d'arriver en voiture fait que finalement, on ne bénéficie d'un paysage que par la vue et pas par tous ses sens. Quand on a marché pendant des heures et qu'on arrive devant le paysage, on est dans l'éblouissement, mais pas quand on a garé sa voiture et qu'on est sorti. Combien de temps ? Bien, donc Eric me dit que je parle encore pendant 5 minutes, mais après on continue à dialoguer ensemble, bien entendu. Je regarde ce que je pourrais vous dire. Ah oui, le fait que quand on marche, on redevient maître de son temps, entre guillemets. On est dans la royauté du temps, on ne laisse plus le temps nous prendre, mais on prend son temps.
on prend son temps. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, on le vit, je crois, d'ailleurs chacun au quotidien, comme quand on ne marche pas, prendre son temps, c'est vraiment un privilège extraordinaire. Le marcheur donc, est un homme ou une femme qui peut s'arrêter pour regarder un cortège de fourmis pendant une demi-heure, pendant une heure. On va s'arrêter derrière un fourré parce qu'on a cru entendre des feuilles bouger et on se demande si on ne va pas apercevoir un renard ou un lynx. On ne verra pas le lynx, même dans les Vosges. Mais en tous les cas, on peut fantasmer sur le fait que dans la marche, on va tomber sur un animal comme ça. On va rencontrer des chevreuils, on va rencontrer des cerfs, on va rencontrer des marmottes. Enfin, tout dépend également des endroits où on marche. Mais là aussi, vous voyez, c'est l'irruption du sacré. C'est-à-dire quand on marche en ville et qu'on est pris par exemple dans les embouteillages ou qu'on a du mal à marcher, on a l'impression d'une perte de temps absolument terrible. Quand on marche, on peut très bien rester pendant une heure. Je me souviens d'ailleurs une fois avec mon ami Philippe Breton, grand spécialiste de la communication et enseignant comme moi à l'université de Strasbourg, on marchait avec nos compagnes et on a aperçu un petit renardeau qui fonçait dans son, je sais pas, un terrier, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous sommes restés tous les quatre pendant au moins 3/4 d'heure silencieux. Alors que je peux vous dire que nous sommes des hommes, et aussi des femmes d'ailleurs, dans l'hyperactivité, etc. On a été capable de ça parce qu'on était en train de vivre aussi un moment sacré. C'est tellement rare de voir des animaux comme ça. On était dans un autre monde. Voilà. Mais ça, évidemment, en ville, ça ne se serait jamais produit, ou dans nos vies quotidiennes, c'est absolument impensable. Oui, la marche, c'est vraiment l'irruption dans un autre monde à cet égard. Alors, je vais terminer sur le fait que la marche est guérison. C'était un peu ma voie d'entrée dans mon 3e petit livre sur la marche, Marcher la vie. J'avais d'ailleurs appelé le fichier Marcher guérison. Parce que ce qui me trouble depuis toujours, à travers les innombrables marches que j'ai pu faire ou les innombrables rencontres que j'ai eues avec des marcheurs, c'est le fait que beaucoup d'entre nous avons trouvé une forme de guérison. Guérison spirituelle, entre guillemets, mais parfois physique aussi. C'est-à-dire beaucoup de marcheurs guérissent de dépression, de burn-out, voire de douleurs chroniques. Je pense à cette femme atteinte de fibromyalgie, par exemple, dont la vie était complètement détruite et qui a marché vers Compostelle et qui, après quelques semaines de marche, n'avait plus mal absolument nulle part. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je pense à d'autres qui étaient dans des rémissions de cancer. Je pense à Gaël de Labrosse, par exemple, qui a beaucoup écrit notamment sur Saint-Jacques-de-Compostelle et qui s'était battu contre un cancer du sein et qui a reconquis sa vie, le bonheur de vivre, à travers une longue marche vers Compostelle. Mais des exemples comme ça, vous en avez des centaines de milliers d'une certaine manière. Je vois la marche donc comme une remise au monde, une renaissance, une sorte de passage initiatique. Et puis peut-être je vais terminer là-dessus, sur le fait que la marche est beaucoup utilisée par le travail social aujourd'hui, notamment par l'association Seuil à Paris, mais qui est diffusée aujourd'hui dans toute la France. Vous savez que l'association Seuil a été créée par Bernard Olivier, que vous avez sans doute lu, parce que c'est un immense écrivain marcheur. C'est lui qui a écrit Longue Marche, notamment, cette marche qui l'a emmené d'Istanbul jusqu'en Chine sur les chemins de la soie. 3 livres magnifiques, sublimement écrits, et d'un homme qui au départ doit avoir 65 ans, si ma mémoire est bonne, quand il se lance sur les sentiers et qui va marcher dans des pays qui sont quand même pas très simples. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, sa marche sera absolument impossible au regard de la situation géopolitique, mais à la fin des années 80, c'était encore jouable. Et Bernard Olivier, avec l'argent de ses droits d'auteur, a créé cette association Seuil, qui consiste à faire marcher des mineurs délinquants en alternative à la prison. C'est-à-dire que le juge pour enfants, qui est confronté à un délit de la part du jeune, peut lui proposer soit une longue marche, mais 2 mois et demi de marche, sans portable, sans musique, avec juste une personne accompagnante. Ou alors, ce sont les structures, soit les centres fermés qu'on connaît pour l'adolescence, ou alors la prison. Voilà. Et donc, ce sont des jeunes qui vont marcher dans un autre pays pour ne pas qu'ils soient dans leur langue familière. Donc, ils vont marcher en Espagne, en Allemagne, en Italie, par exemple, pour dépayser complètement leurs repères. Alors, ça marche magnifiquement.
Je crois qu'il n'y a eu aucune récidive dans ce genre de truc. La plupart de ces jeunes ont découvert une passion pour la marche qui les emmène aujourd'hui, qui les amène à continuer à marcher. Beaucoup ont repris des études. Ils ne vont pas reprendre pour la plupart des études universitaires parce qu'ils étaient souvent totalement déscolarisés, mais ils commencent des études de coiffeur ou d'autres métiers comme ça. C'est-à-dire, là aussi, vous avez un exemple merveilleux de remise au monde, de resocialisation et autres, et grâce à la marche. Voilà. Mais en même temps, on pourrait dire que c'est renoué avec le scoutisme, avec plein de valeurs qui étaient très présentes dans nos sociétés au début du XXe siècle, qui ont eu tendance à disparaître un petit peu. Je sais que le scoutisme existe encore, mais bon, il a moins l'impact qu'il a eu pendant longtemps dans nos sociétés en termes de formation des jeunes, en termes de mélange aussi des classes d'âge, responsabilité donnée à des jeunes sur d'autres qui sont encore plus jeunes, etc. Voilà. On retrouve donc de manière élémentaire finalement que marcher, ça fait partie de la condition humaine, que c'est un bonheur quand on choisit de marcher, hein, bien entendu. J'aurais pu commencer par vous dire que je ne vais pas vous parler de la marche des réfugiés ou des personnes sans abri dans les rues de Marseille ou de Strasbourg ou d'ailleurs, parce que là, évidemment, c'est pas du tout le même statut de la marche, ça n'a pas du tout la même valeur. Et quand on est contraint de marcher, c'est une immense souffrance. Le privilège que nous avons dans nos sociétés, c'est que marcher est un loisir. Nous choisissons de marcher, nous choisissons de nous arrêter, nous rentrons chez nous tranquillement après une journée de marche ou après avoir marché pendant 2 mois, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas des personnes réfugiées ou des personnes sans abri. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté, mais nous continuons à dialoguer avec sans doute Bernard s'il veut se joindre à nous et puis avec Eric. Merci à vous. Merci beaucoup David Le Breton d'avoir mis les mots parfois sur des événements ou des perceptions que l'on pouvait ressentir, mais sans qu'on ait ces mots-là. Et vous avez vraiment vous nous donnez les mots pour percevoir et penser le monde dans lequel on se trouve. Donc je vous invite à ce qu'on descende et qu'on se mette à côté et que vous me communiquiez si vous avez déjà des idées de questions. Sinon, ça peut venir pendant la conversation. Et voilà, c'est comme ça que ça peut se passer. Tiens, David. Ouais. Et Bernard, si tu veux, oui, viens, tu peux te mettre au moins à côté de nous. Ah oui, ouais. Oui, voilà. Donc on a plusieurs questions. Ah bah oui, il y a déjà beaucoup de questions. Alors, je vais les... Alors, c'est Igor Duquesne qui pose cette question à David. Pensez-vous que la marche lenteur prend une dimension politique dans cette société numérique de l'accélération ? Ah oui, absolument. Oui. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé le mot résistance et que j'insiste parfois un petit peu lourdement là-dessus. C'est vrai que c'est une résistance citoyenne. Donc c'est une résistance politique au sens d'Aristote, au sens de la police, c'est-à-dire étymologiquement la ville, hein, ce qui renvoie à la vie quotidienne de chacun de nous. Au niveau politicarde, si j'ose dire, évidemment, on ne peut pas dire que ça ait un grand impact. On peut regretter quand même que le mouvement d'Emmanuel Macron se soit appelé En Marche, parce que ça crée une ambiguïté, même si c'était très efficace, évidemment. C'est vrai que se mettre en marche, c'est extrêmement puissant en termes de communication, bien entendu. Mais bon, ça crée une ambiguïté qui fait que souvent on est obligé de dire, bon, je ne parle pas de la marche au sens politique, mais de la marche plutôt au sens de la vie quotidienne. Donc oui, je partage cette idée que la marche est une manière de résister à toutes les valeurs qui nous écrasent aujourd'hui, donc d'efficacité, de numérisation, de technologisation, de profit, etc., de destruction écologique de la planète, etc., etc. Je peux donner un exemple. Gandhi, Oui. à lui seul, il a gagné une guerre en marchant paisiblement. Oui, il y a aussi Mao, évidemment, pour la Chine, la longue marche. Enfin, là, c'est plus une marche, évidemment, dans le sens politique du terme. Là, oui. Mais je pense que nous autres marcheurs, on est moins dans ce contexte-là. Mais par contre, on est dans le contre-pied de toutes ces valeurs qui nous oppressent. Alors là, j'associe deux questions. Une question qui est combien de temps doit-on marcher par jour ?
Bon, ça, je ne sais pas si vous êtes spécialiste en physiologie, mais on verra. Et ensuite, qu'est-ce qui explique ce besoin de marcher non 20 km, mais plus, de vouloir marcher encore et encore sur, disons, 1000 km? Qu'est-ce qui explique oui, voilà, ce besoin de toujours aller plus loin? Alors, que la marche soit bonne pour la santé, c'est une évidence. Donc je vous avoue que j'ai jamais trop écrit sur le sujet parce que c'est pas. Si on marche uniquement pour la santé, c'est quand même un petit peu puritain. Je crois qu'il faut marcher aussi pour le bonheur de marcher. Et même si on s'astreint, je ne sais plus si c'est 5000 pas ou 10 000 pas, je ne m'en rappelle plus. Mais bon, en tous les cas, il faut que ce soit avec plaisir. Il faut marcher dans des quartiers qu'on aime bien. Il faut découvrir des nouveaux lieux, etc. Dans ce cas-là, c'est transformer quelque chose d'un peu puritain, d'un peu obligatoire en quelque chose de plaisant. Voilà. Mais sinon, le fait que beaucoup de gens guérissent de leurs maux en marchant, sur des très longues marches par exemple, atteste bien effectivement qu'au niveau physiologique, au niveau biologique, la marche nous fait un bien fou. Je vous l'ai dit, nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes qui ont quelques millions d'années et qui avaient cette capacité à résister aux intempéries, etc. Mais on l'oublie complètement, on est entré dans l'ère de l'humanité assise, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc se remettre debout, sortir de sa voiture, c'est forcément très 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 bon pour la santé. D'ailleurs, c'est le problème des adolescents. Vous savez que les médecins sont très, très inquiets de la sédentarité des adolescents, avec tous les problèmes de santé qui sont en train d'émerger sous nos yeux. Mais c'est vrai que je vois dans le village des Vosges où je vis très souvent, quand on va marcher par exemple en début d'après-midi avec ma compagne, on voit 4-5 gamins du village qui sont derrière leur portable en train de télécharger des trucs. Vous repassez 3 ou 4 heures après, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là, alors que leurs parents, 20 ans avant, parcouraient les bois, allaient dénicher les oiseaux, allaient chercher les champignons. Eux, ils ne bougent absolument pas. Et on comprend effectivement qu'il y a un problème de santé publique avec les ados d'aujourd'hui. Mais ça, c'est presque un autre sujet d'une certaine manière. Et puis sinon, j'ai perdu du coup l'autre point. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on a envie de marcher encore? Je crois que c'est très difficile de s'arrêter. Quand on a marché pendant des heures et des heures, plus on marche et plus on a envie de marcher. Je me rappelle d'ailleurs de Bernard Olivier qui disait qu'un jour il a marché, je ne sais plus, au moins 80-90 km parce qu'il était incapable de s'arrêter, tellement il était dans l'effervescence, il faisait des étapes de 40-50 km tous les jours, mais ce jour-là il ne pouvait plus s'arrêter. Voilà. Mais je crois qu'on est nombreux à avoir ressenti des trucs comme ça. Et on a cette capacité d'ailleurs, hein, quand on a marché 30-40 km et qu'on s'arrête, en fait, on pourrait très bien continuer encore pendant un bon moment. Simplement, on s'était fixé à l'idée qu'on s'arrêtait à ce village, à ce gîte ou ailleurs. Non. Et une autre question. Donc vous avez exprimé que plus d'hommes que de femmes adhèrent au transhumanisme. Comment cela s'explique-t-il sociologiquement? Est-ce que ce serait par la maternité, par exemple? Je sais pas. Oui, c'est la question du genre qui est absolument immense, évidemment. Je crois qu'effectivement, les femmes sont plus ancrées physiquement au monde, ne serait-ce qu'à travers les règles, à travers la capacité de mettre un enfant au monde, cette vigilance aussi sur le fait de ne pas être enceinte contre son gré, etc. Alors que les hommes, finalement, nous autres hommes, nous sommes complètement détachés de toutes ces préoccupations. Mais je crois que la différence majeure, c'est que l'homme est toujours dans la compétition, alors que les femmes, beaucoup moins. Et là, les transhumanistes sont quand même dans une frénésie, dans une passion pour l'ultralibéralisme. Hein, c'est l'ultralibéralisme, c'est être plus performant, plus efficace, donc plus viril, entre guillemets, pour le dire de manière presque vulgaire, alors que les femmes s'en fichent complètement. Les femmes sont plutôt dans la jouissance de vivre, dans la jouissance de l'instant. Et d'ailleurs, vous le voyez, si la marche est un laboratoire sociologique, c'est très facile à observer, parce que très souvent les hommes marchent devant leur compagne, parfois 100 mètres ou 500 mètres avant. Pourquoi? Parce que les femmes s'arrêtent en permanence pour regarder les fleurs, pour regarder les pierres, alors que c'est vrai que les hommes ont tendance à marcher sans s'arrêter, sans être trop attentifs. Donc les hommes attendent leur compagne dans un coin. Je trouve que c'est très révélateur du rapport que nous avons avec nos sens, avec notre corps, également avec le rapport au monde, je veux dire. Donc les femmes sont plus heureuses en quelque sorte d'être de chair
d'être de corps, d'être de sens, alors que les hommes n'ont qu'une hâte, c'est d'être plus forts, plus efficaces, d'être les meilleurs, etc. etc. Et c'est dans l'oubli, évidemment, de la jouissance du monde, du plaisir d'être soi, etc. Enfin, tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les femmes ne sont pas comme ça, on est bien d'accord. Mais disons que ce sont les grandes tendances sociologiques qui caractérisent les mondes contemporains. Et oui, David, là vous répondez, il y a Jocelyne qui avait posé une question et vous venez d'en faire une réponse. Mais je lis quand même la question parce que c'est vraiment ce que vous avez dit. Pour me dépasser, j'ai tenté 2 fois de m'inscrire dans une association de marche bien connue, mais ce sont essentiellement des marcheurs. Contrairement à ce que vous dites, ils ne marchent pas en silence, ils ne s'arrêtent pas pour contempler, ils marchent tout simplement. Voilà, donc vous avez fait la réponse à cette remarque. Et ensuite, pour revenir aussi un peu sur la question politique dont vous parliez, une personne qui demande la marche est-elle pour vous une forme emblématique de la décroissance ? Oui, là, je pense, et à travers le monde entier d'ailleurs, puisque vous voyez aujourd'hui sur les chemins de Compostelle, sur la Francigena ou d'autres, vous avez des gens de tous les pays du monde. De tous les pays du monde. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Vous avez des Coréens, des Chinois, des Japonais, des Brésiliens, des Espagnols. Enfin, c'est absolument... On a l'impression que là, il y a une contre-humanité, en quelque sorte, qui est une humanité attentive, justement, à la préservation de l'écosystème, qui est dans le retour à l'élémentaire de la condition humaine et au bonheur de la rencontre avec les autres, de la conversation avec les autres, etc. Donc oui, je pense que c'est un emblème de la décroissance, effectivement, oui. Et sur l'engouement de la marche, comme on a pu le voir après les périodes de confinement, et entre autres ici dans les Calanques, il y a une personne qui écrit « La marche n'est-elle pas en péril ? En ville, au-delà de l'auto, les 2 roues deviennent impérialistes et agressifs. Dans la nature, avec l'invasion des VTT et des motos vertes, l'encadrement de la marche cantonné à des tracés limités. Et bien sûr, cette surfréquentation des sentiers qui sont parfois des routes, enfin des chemins très fréquentés. » Oui, effectivement, c'est un petit peu l'une de mes observations, c'est depuis l'année dernière, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur les sentiers, mais des gens qui ne sont pas forcément très attentifs aux lieux. Alors pour la première fois, je prends toujours l'exemple des Vosges, ça fait finalement 2 ans que je suis un peu coincé comme vous, sans plus pouvoir vraiment se déplacer trop ailleurs. Mais on voit de plus en plus sur les sentiers vosgiens, par exemple, des bouteilles en plastique, des bouteilles de bière. On croise des gens que vous saluez mais qui ne vous répondent pas et qui vous regardent d'un air sidéré comme si vous les aviez violentés. On rencontre des ados carrément avec un transistor ou avec de la musique. On les entend 500 mètres avant. Des gens qui parlent très très fort aussi, ils n'ont pas conscience qu'on peut parler très tranquillement comme si on était dans un café, mais on les entend très très loin. Je vois apparaître des formes d'incivilité que je n'avais jamais vues auparavant. Alors aussi, effectivement, il y a la coexistence avec les vététistes, mais bon, jusqu'à présent, pour ma part, on n'avait jamais eu trop de soucis à cet égard, mais c'est vrai que leur nombre grandit. C'est plus en ville. Là, je dois dire qu'en ville, je ne reconnais plus Strasbourg, je ne reconnais plus Paris. Effectivement, on se sent en permanence en danger parce qu'il y a c'est incroyable le nombre de gens qui circulent sur les trottoirs, en vélo ou en trottinette électrique, alors que vous avez la rue qui est là. Vous avez parfois la piste cyclable et ils ont le culot de marcher quand même de rouler sur le trottoir. Oui, moi ça me frappe et j'ai l'impression que ça date depuis 2 ans. Enfin, ça date du premier confinement. Et même pendant le premier confinement, où il n'y avait pratiquement pas de voiture, c'est la première fois où, en marchant, à plusieurs reprises, on a été croisés par des cyclistes qui passaient sur le trottoir dans des rues complètement vides. Alors là, c'était vraiment complètement déconcertant. Alors, bien entendu, c'est vrai que vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, les automobilistes roulaient à fond de cale. Et que je crois un certain nombre de cyclistes étaient un peu effrayés de continuer à rouler sur les routes, sur les rues. Voilà, donc là, montée des incivilités, mais surtout en ville. Les dernières fois que j'étais à Paris, je me disais, il faut se garder à gauche, se garder à droite, faire gaffe en permanence. Et derrière, oui, c'est ça. Ouais. Mais même à Strasbourg, on est un peu confronté à la même situation, mais dans toutes les villes de France, à mon avis. Voilà. Mais un petit peu moins sur les sentiers. Mais on voit apparaître des petites formes d'incivilité quand même, de plus en plus.
Alors, on peut prendre notre temps parce qu'on a jusqu'à 11h30. Et prendre son temps, c'était bien un des motifs de la marche. Et c'était aussi le titre d'un cycle de conférences qu'on avait commencé, qu'Opéra Mundi a fait durant le confinement. Il y a eu prendre son temps 1 et prendre son temps 2. Parce que c'est vrai que le confinement a duré beaucoup de temps. Et une autre question, c'est comment reconnaître la marche contraignante à la marche faite par loisir? Là, c'est un ressenti physique, évidemment. Si on n'a pas envie de marcher, on ne marche pas. Je vois pas trop. Dans la mesure où nous avons le choix, hein, une femme à la rue ou un homme à la rue n'a pas le choix. S'ils veulent aller manger, s'ils veulent aller faire la manche, s'ils veulent aller voir le médecin ou ailleurs, ils sont dans une contrainte de marcher en permanence. Et les femmes, par exemple, doivent marcher la nuit la plupart du temps. Si elles n'ont pas trouvé une association pour les héberger, si elles ne sont pas avec un compagnon, elles ont intérêt à se méfier de l'agression, par exemple. Donc, beaucoup de femmes marchent toute la nuit. J'ai une doctorante qui fait sa thèse sur les femmes à la rue et qui a pointé comme ça un certain nombre de témoignages. Rien à voir donc avec le fait pour nous de nous lever le matin et de nous dire on irait bien marcher aujourd'hui, on va faire un pique-nique, on va marcher dans la ferme auberge, allons-y, etc. On ressent un bonheur d'aller marcher. La personne à la rue qui se lève le matin, non, c'est encore une journée à tirer. Comment je vais m'en sortir? Le réfugié, c'est est-ce que je ne vais pas être abattu en cours de route? Est-ce que je ne vais pas être rançonné encore une fois? Les femmes, c'est le viol, etc. Donc pour moi, c'est pas, la marche contrainte est vraiment aux antipodes de la marche choisie, de la marche loisir qui est la nôtre dans nos sociétés. Pas depuis très longtemps d'ailleurs. C'est finalement le retour de la marche, c'est la fin des années 90, c'est le début des années 90, c'est tout. Bien sûr, il y avait des endroits où il y avait une tradition de marche, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Vosges, une tradition de marche également en Suisse, en Allemagne, dans les pays du Nord, un peu au Canada, aux États-Unis, voilà. Mais globalement, la marche n'était pas tellement dans nos mœurs. Et si vous vous rappelez des années 50-60, la marche était plutôt une contrainte. Par exemple, pour le monde paysan, le monde ouvrier, etc. Les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une mobilette ou une voiture devaient se déplacer à pied ou éventuellement en vélo. Mais même à vélo, ça coûtait cher aussi. Oui. Pour aller à l'école, nous allions à l'école effectivement à pied. Oui, tout à fait. Oui. Comment tu dis? Ah, c'est vrai. Et pour aller à l'école, c'est vrai. Oui. Oui, voilà, oui. Oui, donc là, on est en train dans une discussion, dans une conversation privée, mais nous sommes en train de dire que nous allions à l'école à pied pour la plupart, en tous les cas pour bon nombre d'entre nous. Et aujourd'hui, vous voyez autour de toutes les écoles une espèce d'amas de voitures qui rend très dangereux le parcours des enfants. Justement, les gens se battent pour se garer près. Il suffit de penser à se garer loin, on aura une place et on pourra marcher. Voilà. Autant laisser les enfants dans l'autonomie de marcher ou de prendre leur petit vélo et puis d'aller à l'école en vélo. C'est l'apprentissage de l'autonomie d'ailleurs et non de la dépendance. Oui, voilà. Et donc c'est dans ces années-là, donc au début des années 90, que la marche devient un phénomène sociologique. Mais tout doucement. On peut dire que ça explose au début des années 2000. Rappelez-vous les deux journalistes qui retrouvent les chemins de Compostelle. C'est Barré et Gurgal, un nom comme ça. Ça s'appelle Les chemins oubliés de Compostelle ou un truc. À la fin des années 70, ces deux hommes essaient de retrouver le tracé qui a complètement disparu. Il a globalement disparu. Il y a plein de propriétés privées, il y a plein de chemins qui n'ont pas du tout été entretenus. Et ces deux hommes vont être arrêtés plein de fois par la police parce qu'ils sont dénoncés par les villageois qui trouvent que ces deux types en sac à dos sont vraiment extrêmement suspects. Et puis donc ils sont coincés à plein de moments. Voilà, ils racontent ça dans leur livre. Aujourd'hui, les chemins de Compostelle sont devenus quasiment une sorte d'autoroute avec tous les... Voilà, mais c'est un pèlerinage quand même très encadré.
Je ne conteste pas que ce soit encadré d'ailleurs, parce que ça permet d'ailleurs à beaucoup de femmes de marcher seules sans craindre les agressions. Parce que là, il y a ce problème aussi un peu de la question du genre dans la marche. C'est que beaucoup de femmes se sentent quand même très fragiles sur les sentiers isolés. Là, ou alors il faut être à deux, oui c'est plus. Mais quand une femme seule, je veux dire, alors qu'un homme seul, vous en trouvez des tonnes qui marchent, on n'a pas peur de dormir la nuit dans les forêts, etc., ce qui sera rarement le cas d'une femme. Et donc c'est bien qu'il y ait aussi des sentiers qui soient très balisés, avec d'innombrables repères, d'innombrables gîtes, etc. Bon. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a longtemps, il y a 30 ans, j'étais dans une petite ville californienne et je marchais. Et la police est arrivée et il m'a dit « Pourquoi vous marchez ?» Je ne savais pas quoi dire. Juste une parenthèse. Hier soir, j'ai relu Le Bestiaire d'Alexandre Vialat. Donc il y a les éléphants, les puces, les serpents, et il y a 3 pages sur l'homme comme animal. Et il dit un truc auquel je n'avais jamais pensé. Il dit « L'homme est un animal qui marche sur ses pattes arrière ». J'avais jamais pensé que je marchais sur mes pattes arrière. Oui, c'est une très belle remarque. On va faire une petite annonce comme intermède. Après, on va reprendre nos questions. Il y a Marianne Moukomel qui va vous annoncer un colloque sur la marche la semaine prochaine. Voilà. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Si, ça y est, voilà. Bon, donc, je suis Marianne Moukomel-Clarté. Je suis la présidente de la Fédération française de la randonnée dans les Bouches-du-Rhône. Et je vous remercie largement de cette intervention. Avant de venir, j'ai lu vos livres. Je dois dire que je les ai lus avec plaisir, avec interrogation parfois. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir converser comme ça les uns et les autres. Je voudrais dire que pour l'instant, actuellement, il y a un événement qui se passe, qui n'est pas ici, qui est à Paris, mais qui est une conférence de presse sur la place du piéton dans la ville. Hein. Je crois que c'est quelque chose d'important. Vous avez été sans doute très nombreux à répondre à un baromètre des villes marchables il y a un certain temps, puisque c'était entre le mois de décembre et le mois de mars. Et aujourd'hui, sont donnés l'ensemble des résultats. Alors évidemment, vous savez bien que Marseille n'est pas en tête de liste. Hein. C'est plutôt Strasbourg, d'après les résultats que j'ai pu consulter hier. Mais enfin, en tout cas, je crois qu'il est important de se dire que la marche en ville peut être réhabilitée. Nous sommes nombreux à marcher. Hein. Il y a 25% des modes de circulation en ville qui se passent par la marche. Les transports en commun, c'est bien, mais pour aller aux transports en commun, souvent, il faut marcher, il faut accéder aux transports en commun. Donc, nous proposons, en tant que Fédération française de la randonnée, avec 2 autres associations qui s'appellent la Rue de l'Avenir et 60 millions de piétons, de travailler sur la question du piéton dans la ville. Et je vous invite toutes et tous à participer à ces travaux. Dans ce cadre, d'ailleurs, la semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura les premières assises de la marche en ville qui se dérouleront à Marseille. Et je remercie l'ensemble des institutions qui ont bien accepté de venir à Marseille, parce qu'on vient à Marseille. Hein. Quand on est strasbourgeois, j'ai habité 10 ans à Strasbourg, je sais que venir à Marseille, ce n'est pas tous les jours aussi facile. Je vous reprendrai parce que sur les senteurs, à Marseille, on sait ce que c'est que les senteurs. Hein. On n'a pas besoin de la forêt pour pouvoir sentir des choses et ça fait partie de la ville. Absolument, je crois que voilà, la marche en... Tout à fait. Donc je vous invite donc à vous inscrire, à aller voir sur le site de la Fédération française de la randonnée les premières assises de la marche en ville. Et puis, je voudrais dire aussi que dans notre département, nous sommes extrêmement vigilants
à la randonnée, bien évidemment, et aux sentiers. Vous parliez des sentiers tout à l'heure. Sachez que tous les ans, la Fédération française de la randonnée, par ses bénévoles, et il y a actuellement 208 bénévoles qui s'en occupent toutes les semaines, vous aide à aller sur les sentiers parce qu'ils font du balisage, ils font de l'entretien, etc., etc. Voilà. Et la semaine prochaine, samedi prochain, nous allons nous interroger sur l'avenir de la randonnée dans le département des Bouches-du-Rhône. Quand on parle effectivement des problématiques sur les Calanques, sur la Sainte-Victoire aussi, puisque la Sainte-Victoire est aussi un lieu en difficulté, nous avons besoin de réfléchir comment développer la randonnée dans le département. Nous avons 4 gros chapitres. Un chapitre qui est sur les sentiers, comment dessiner les sentiers, comment accéder à des sentiers. Effectivement, oui, je vais vite. Mais bon, on avait du temps, vous m'avez dit une demi-heure, alors je ne vais pas parler une demi-heure, mais je peux parler 5 minutes de plus. Mais voilà, effectivement, les propriétés privées, les propriétés qui se ferment, c'est un vrai souci. Nous essayons, y compris avec les collectivités territoriales, d'ouvrir les chemins, pour en tout cas d'empêcher qu'ils se ferment, parce qu'il y a des gens qui mettent des barrières, tout simplement, sur des chemins qui sont des chemins communaux. Voilà. Premier chapitre. Deuxième chapitre, comment évaluer le tourisme de la marche, La marche a aussi un poids économique. Nous évaluerons comment évaluer ce poids économique et comment faire le pendant, comment la marche peut faire le pendant par rapport à un tourisme de masse qui existe sur la côte et puis en ville. Et troisième point, et je suis très contente que vous ayez cité l'association Seuil, que je connais depuis très très longtemps. Il y aura un chapitre sur la marche comme lien social et comme lien sociétal. Et nous avons invité, et nous aurons à notre colloque, donc la semaine prochaine, les gens de l'association Seuil qui viendront témoigner. Donc ça, c'est samedi 18 à l'hôtel du département. Et vous êtes tous conviés à cette grande concertation sur la randonnée dans notre département, dans notre beau département des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces informations. Ça fera une suite à notre intervention d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une personne, David, qui vous a interpellé sur le fait que vous avez parlé principalement, et c'est bien le sujet ici, parce qu'on est au Congrès mondial de la nature, de la marche en nature, de la marche non urbaine. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même des marches urbaines qui se sont développées. Et quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, non, ne croyez pas que j'ai voulu dénigrer les marches en ville, les marches urbaines. D'ailleurs, dans mes 3 livres, il y a des chapitres qui concernent le bonheur de marcher dans un certain nombre de villes, en tous les cas. Et hier, après que Eric soit venu me chercher, je suis allé marcher pendant des heures dans Marseille. Je crois que j'ai marché 3 heures. Donc je ne suis pas du tout un piéton qui récuse la ville, au contraire. J'aime toujours autant marcher à Strasbourg. Il y a des villes innombrables où c'est un bonheur fou de marcher. Il y a beaucoup de villes italiennes, par exemple, dont on ne finit jamais de faire le tour, etc. Simplement, les marches urbaines procurent d'autres émotions, d'autres perceptions sensorielles. C'est un autre contexte, mais je n'ai pas voulu dire que c'était un contexte moindre. Tout à l'heure, quand vous avez eu le sentiment que je dénigrais un petit peu la ville, c'était davantage nos usages coutumiers de la ville, nos usages finalement d'habitants d'une ville qu'on connaît presque par cœur et où on fait moins attention aux choses, alors que quand on marche, on est quand même dans l'étonnement. Ou alors quand on est un touriste, entre guillemets, donc, par exemple, moi, hier après-midi, dans Marseille, non, là, on lève les yeux sur le monde, on est attentif à ce qui se passe, on a envie de prendre un café pour regarder les gens passer, les gens marcher, etc. Donc, non, je ne mésestime absolument pas le bonheur de marcher en ville. Ça fait partie de nos plaisirs simples, d'ailleurs, parce que là, marcher en ville, généralement, on n'a pas besoin de prendre un train ou une voiture ou un vélo. On sort de chez soi et puis on va marcher. Au pire, on prend un tram ou un bus, puis on est rendu. Non,
C'est important de marcher en ville. Et de toute façon, la piétonisation et la marchabilité, comme on dit aujourd'hui, j'aime pas trop ce mot-là, mais ce sont des vecteurs politiques importants, en tous les cas, de la transformation de nos villes, pour aller à l'encontre du tout automobile, même si je sais que ça provoque beaucoup de polémiques. J'ai entendu des collègues à Paris qui sont contre les 30 km/h, par exemple, de la ville. Mais je pense que c'est nécessaire qu'il y ait un 30 km/h dans toutes les villes de France pour protéger les piétons, protéger les cyclistes, et puis pour fluidifier également la circulation. Parce que ça fait que les automobilistes conduisent moins à l'intimidation et davantage à l'attention envers les autres. Donc ce sont des combats essentiels, à mon avis, et aussi des grands bonheurs élémentaires de nos vies quotidiennes que de marcher dans les villes. Oui, c'est vrai qu'à Marseille, c'est plus l'intimidation de la part des automobilistes, mais aussi des piétons. Et pour revenir sur la conversation, vous qui préférez, comme vous l'avez dit, la conversation à la communication, à une certaine communication, la conversation que vous avez eue alors avec Bernard Plossu, vous avez lors des diverses marches et des diverses rencontres que vous avez fait, Bernard est un photographe marcheur, et je vais lire juste les premières phrases du 4e de couverture donc de ce livre que vous avez publié, David Breton, Bernard Plossu, Marcher la photographie. Donc vous dites, je ne suis pas un critique ou un spécialiste de l'histoire de la photographie. J'écris ce texte sur l'œuvre de Bernard Plossu au regard de ce qu'elle me donne à penser, ce qu'elle m'apporte de connaissances sur le monde. Ce livre est une marche commune, une balade à ses côtés, où je dis comment je vois ces photographies, peut-être comment elles me voient elles-mêmes, comment elles m'atteignent. Donc, je vous invite à réagir à ça, ou peut-être à nous parler de la relation que vous entretenez avec le travail de Bernard, et peut-être du point commun quand vous avez fait des marches ensemble, ou vous avez échangé. Bon, c'est simple, hein. En lisant ses livres, je savais de quoi il parlait, donc on s'est rencontrés. Il n'est pas très marseillais, Bernard. Ben c'est tellement simple. Mais chez moi, c'est une histoire montagnarde, parce que je suis dauphinois. Donc il a fallu que j'apprenne à désapprendre d'avoir un but. Marcher sans but. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je dois quand même dire que Bernard est un immense marcheur. Il a parcouru les États-Unis, l'Ouest américain en tous les cas, dans les années 60. Il a participé à l'aventure hippie. Il a été très proche de Joan Baez. Il a croisé Henry Miller, bien d'autres. Il était à San Francisco, au cœur de la mouvance hippie. Et puis, c'est pas Santa Fe, c'est... À San Francisco à l'époque, enfin oui, à Big Sur. Oui, à Big Sur. Mais après, quand tu étais installé... Après, c'était à Taos. Taos, voilà. Et puis à Taos, donc là, c'est au Nouveau-Mexique, hein, si ma mémoire est bonne. Il a fait des marches innombrables dans les déserts. Il a fait des milliers de photos qui sont devenues des photos assez légendaires de l'Ouest américain de l'époque. Et puis Bernard est rentré en France, et là c'est plutôt l'Espagne, il vit à La Ciotat hein, depuis longtemps, et il a... Et les couloirs de métro. Voilà. Donc il y a une résonance entre Bernard et moi, parce que c'est autant un marcheur qu'un photographe. Il y a une partie de son œuvre considérable autour de la marche. Il n'y a pas que ça, tu as fait d'innombrables autres photographies, mais les photos de marche sont quand même vraiment très nombreuses. Et c'est très curieux de marcher avec Bernard, parce que sans arrêt, il photographie quelque chose. Oui, c'est-à-dire quand on est un groupe d'une douzaine de marcheurs, mais on est marcheurs-photographes, c'est-à-dire qu'on s'arrête tout le temps. Et on a essayé de marcher avec les conjoints, et ça ne marchait pas parce qu'ils meurent d'ennui à nous attendre. Les photographes s'arrêtent tout le temps, puis repartent. C'est comme ça, quoi. Bon, voilà, mais je ne sais pas quoi dire. Mais c'est vrai qu'il y a je ne sais pas s'il y a une contradiction, mais en tout cas, la marche, on peut dire que c'est le mouvement. Et la photo, c'est l'arrêt. Alors, et donc, comment ça se passe, cette relation entre le mouvement et l'arrêt? Alors là, j'ai un témoin d'ailleurs, Franck Fourcel, qui est photographe. Un photographe, on voit si c'est un bon photographe, s'il arrive à faire des photos sans s'arrêter.
en fait, il y a quelque chose de tellement rapide, et dans l'histoire de la photographie française est essentiellement liée à la marche, avec Cartier-Bresson et tous les autres grands photographes. C'est indissociable. Marche et photographie, c'est indissociable pour ce style de photographie, qui n'est pas du studio, qui n'est pas du portrait avec des Valcars, qui est de la lumière naturelle. Et si je ne marchais pas, je ne ferais aucune photo. Donc c'est pareil pour moi, photographe ou marcheur. Ça va au point pour les photographes comme nous, où on ne pense même plus qu'on a notre appareil. Ça fait partie de notre corps. Voir. Hein, ça devient un des muscles. Voilà. Mais bon, on peut aussi faire de la photo en studio. Hein. C'est autre chose et c'est bien aussi. C'est pas mon truc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On peut prendre encore une ou deux questions jusqu'à 11h30 dans les 8 minutes qui nous restent. Et Franck Pourcel, qui est photographe et qui travaille beaucoup avec Bernard Plossu, si tu as quelque chose à dire, tu peux venir. Si tu veux juste écouter. Et Bernard aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as aussi vécu au Mexique. Oui. C'est ça? Oui. Pendant un an d'ailleurs. En fait, en quelle année c'était c'était les années 60, j'ai 76 ans. Ah, d'ailleurs, c'est la preuve que la marche, ça conserve. C'est vrai, non? Ben, c'est vrai, je ne sais pas comment je serais si je n'avais pas marché. Quoi. C'est con. Franck, t'as rien à dire? Allez. Vas-y. Oui. Oui, bonsoir. Et merci pour vos interventions. Merci David. Je suis très, très honoré d'être au milieu de ces deux marcheurs. Et moi, je voulais juste faire une petite référence à... en fait, on marche et on danse aussi. Et donc, comme il y a Georges Apex qui est ici, qui est un immense danseur, je voulais aussi le saluer de sa venue. Parce que marcher, c'est une chose. Et tout à l'heure, avec Bernard, on venait jusqu'ici et j'étais aux côtés de Bernard. J'avais ce privilège de le suivre. Et à un moment donné, il s'arrêtait, mais il dansait autour de quelque chose qui le fascinait. Et il y avait cette marche et cette danse qui le manifestait, en fait. Et moi, je trouvais ça assez beau, assez juste d'associer la marche à la danse. Et donc, c'était un petit clin d'œil pour saluer Georges. Alors, moi, il y avait vous en avez parlé sur l'idée de faire entrer la marche dans la ville, qui est aussi une manière de peut-être mettre moins de tension à la ville en réduisant justement la voiture, l'outil automobile, l'outil mécanique. Et donc d'inciter les gens à davantage marcher dans la ville et peut-être retrouver d'autres sensations. Et justement ces sensations qu'on retrouve dans les collines et être plus à même d'être au contact des moindres fleurs, des moindres senteurs, etc. Ça, c'était une première réflexion. Puis la deuxième, c'est concernant... une question. À quel moment l'homme s'est-il séparé de la marche? Est-ce il y a 8000 ans, au moment de la naissance de l'agriculture? C'est-à-dire au moment où l'homme s'est arrêté pour créer l'agriculture. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'homme s'est séparé de ce mouvement d'être ou alors est-ce que c'est au moment de la mécanisation, de l'industrialisation où il n'a plus marché, il s'est moins mis à marcher? Et aujourd'hui, on est dans un mouvement peut-être un peu inverse Oui, c'est une question que tu me poses. Je crois qu'on a toujours marché. Je crois que la fin de la marche, c'est plutôt dans les années 40, 50, les années 30, 40, 50, au moment où la mécanisation
la voiture l'emporte de plus en plus et où la marche va devenir un peu secondaire. Mais elle demeure quand même, puisqu'on évoquait le fait que nous allions à l'école à pied, que les paysans allaient dans leurs champs à pied, que les gens, moi je revois mon père allant à l'usine à pied ou parfois plus tard en vélo, etc. Donc la marche était vraiment partie intégrante de la vie quotidienne. Et d'ailleurs Odzi, c'est le plus vieil homme qu'on a retrouvé dans les montagnes. Je ne sais pas comment on dit congelé, ça n'a pas l'air d'être un très beau terme, mais en tous les cas il était perdu dans la glace. Et on l'a retrouvé. Donc 3500 ans, je crois que c'était à 3000 mètres d'altitude, et il avait des chaussures de marche. Mais des chaussures de marche faites en paille, et puis avec avec des objets, des trucs végétaux en quelque sorte. Donc cet homme qui vivait dans les montagnes, dans des conditions très dures apparemment, qui est sans doute mort d'une chute, qui avait un arc, des flèches, un couteau, etc. Voilà. Il y a 3000 ans et quelques, eh bien c'était un marcheur, mais dans les Alpes, plus du côté de l'Autriche, mais c'était un alpin, voilà. Mais avec des chaussures. C'est ça qui m'émeut le plus, je dois dire, de penser qu'il y avait cette ingéniosité, cette inventivité de l'humain aussi, pas seulement dans les outils, le silex et tous ces trucs-là, mais même pour avoir des chaussures qui permettent de marcher sur la neige sans geler, etc. Voilà, donc et puis la marche continue aussi de toute façon dans d'innombrables pays du monde, parce que là on est un petit peu ethnocentriste finalement en parlant de la marche comme d'un loisir. C'est vrai que quand on est dans beaucoup de pays africains, latino-américains, asiatiques, etc., les hommes ou les femmes continuent à marcher pour aller à leur boulot, pour aller chercher de l'eau par exemple, parfois sur des kilomètres et des kilomètres. Là, mais en même temps, c'est moins une marche contrainte qu'une marche comme les personnes sans abri ou les réfugiés. Mais c'est une marche qui est intégrée dans les rythmes de la vie quotidienne, dans les nécessités de la vie quotidienne. Et donc, vous voyez, il y a différentes modalités de marche finalement. Je pense qu'on peut interrompre cette conversation par ces derniers mots, et je voulais vraiment remercier David Le Breton d'être venu et d'avoir donné de son temps et de son énergie, autant mentale et physique, pour nous donner ces mots. Et je vous remercie aussi. Je vous remercie également pour vos questions qui étaient pertinentes, et pour votre présence. On vous sent vraiment là en train d'écouter. Donc bonne marche à vous et bonne soirée. Merci à vous. Bonne journée plutôt. Je voulais aussi signaler que Opéra Mundi organise, avec une belle association marseillaise qui s'appelle le Bureau des Guides, des conversations marché. Avec le Bureau des Guides, on fait des randonnées, ça peut être dans des lieux urbains ou des lieux plus de nature. Et à un certain moment, il y a des stations immobiles, et vous avez un scientifique, il y a eu des très grands philosophes, de très grands géographes qui sont venus, des botanistes, des ingénieurs agronomes, qui interrompent la marche, et vous avez une conversation à ce moment-là, et puis la marche continue, et c'est une conversation marché. Après, je vous invite à venir demain à 10h à la même heure, pour la conférence du philosophe de l'École des hautes études en sciences sociales, Olivier Remeau, qui a une belle approche des glaces vivantes, des glaciers et des icebergs, de la façon dont les sociétés traditionnelles les considèrent comme des entités vivantes et animées, et la façon dont biologiquement un iceberg peut ensemencer petit à petit des êtres vivants qui vivent en symbiose avec lui pendant sa marche ou sa dérive. Voilà, bonne journée à vous et encore merci.